Nous allons parler aujourd'hui des nouveaux couples et des nouvelles familles. Pourquoi? Pourquoi en parler? Eh bien, je prendrai une raison très simple qui vient de mon expérience de rencontre avec les adolescents. Figurez-vous que lorsqu'on propose aux adolescents de parler du couple, de la sexualité, de la famille, de l'amour, la question qu'ils formulent le plus souvent, la question qui revient le plus souvent sur leurs lèvres, c'est « le couple a-t-il un avenir ?» Et cette question, vous l'entendez bien, elle a deux nuances. D'un côté, il est évident que les jeunes espèrent que le couple a un avenir. Je n'ai jamais rencontré un jeune qui souhaite que le couple se détruise. Mais d'un autre côté, il y a chez eux, et on les comprend, une certaine angoisse. Car les apparences, avec le taux de divorcialité, avec les séparations, avec les échecs, les apparences ne sont pas en faveur, semble-t-il, du couple et de la famille. Et certains de conclure, par conséquent, que le couple et la famille sont des valeurs en perte de vitesse. Avec le fameux slogan « tout fout le camp », eh bien la famille serait parmi ces choses qui sont en train de se détruire, de se déliter. Eh bien c'est faux. C'est faux. Lors d'un sondage sur les valeurs, un sondage comparatif, où l'on a interrogé des échantillons dans tous les pays d'Europe, on constate que la famille, dans tous les pays d'Europe, de l'Irlande au Danemark, la famille est la valeur qui vient en tête. Et quand un peu plus loin dans le questionnaire, on demande aux mêmes personnes de quelle valeur voudriez-vous voir encore renforcer l'importance, ces personnes répondent la famille. Voici quelque temps, le Vif l'Express avait consacré une enquête au bonheur des Belges. Et le bonheur des Belges, que le Vif qualifiait d'un bonheur petit, tout petit, ce bonheur des Belges consiste essentiellement en trois ingrédients. 1, la famille, 2, la santé, 3, l'éducation des enfants. Alors comme pour moi, l'éducation des enfants et la famille, ça a tout de même un peu de pair, je dirais que le bonheur des Belges, eh bien, c'est la famille et la santé. Alors si 50% du bonheur, c'est la famille, ne me dites pas que la famille est actuellement une valeur en crise. Oui, me direz-vous, et les apparences négatives? Eh bien, je pense qu'il faut voir que si la famille reste une valeur essentielle, ses formes ont changé, les formes du couple ne sont plus les mêmes, et c'est à cela que je vous propose de réfléchir. Pourquoi les familles ont-elles changé? Eh bien, les familles ne sont pas des sortes de bulles closes sur elles-mêmes, qui ne vivraient que de leur vie interne. Les familles, ce sont des lieux traversés par tous les vents qui balayent la société. Et c'est dans le contexte d'une société changeante que le couple et la famille ont changé. Je ne vais évidemment pas pouvoir, et je ne chercherai pas à le faire, être exhaustif. Je ne vais pas vous brosser un tableau complet des grandes évolutions sociales, ni même de toutes les évolutions sociales qui ont retenti sur la famille. Je voudrais simplement attirer votre attention sur l'une ou l'autre pour vous montrer comment la famille a dû s'adapter. C'est-elle bien adaptée ou mal adaptée? Là, nous laisserons à la réflexion le soin de le déterminer. Grandes évolutions qui traversent la famille, par exemple, les changements économiques. Ce n'est pas être matérialiste que de faire passer en premier lieu les changements économiques. Car il est évident que dans le contexte de la crise, dans le contexte où le chômage occupe une place tellement importante, le retentissement sur la famille est inévitable. Quand Pierre, qui a 15 ans, voit son père perdre son emploi, quand c'est maman qui rapporte l'argent à la maison, il est évident que les rapports de Pierre par rapport à son père vont se modifier. Peut-être à tort. Ça ne va pas de soi que c'est l'homme qui doit forcément rapporter l'argent à la maison. Mais tout de même, c'est inévitable
dans notre manière de penser, dans notre culture centrée sur le travail. L'accès au crédit. Combien de jeunes, aujourd'hui, sortant des études, peuvent espérer avoir accès au crédit? Combien vont pouvoir un jour avoir une maison? Alors que dans la génération de mes parents, on considérait qu'on pouvait attendre d'avoir une maison pour faire des enfants. Autre grand changement, les rapports hommes-femmes. La libération de la femme est une chose absolument merveilleuse, un acquis de notre siècle. Malheureusement, dirais-je, pour se libérer, souvent la femme a dû passer par le choix du travail salarié. Pourquoi dis-je malheureusement? Malheureusement parce que on aurait pu souhaiter une libération qui laisse aux femmes aussi bien le choix du travail à domicile que du travail salarié. Ce n'est pas le cas. Et il en est un certain nombre de problèmes. Par exemple, pour Marie, qui a 15 ans et qui voit sa maman aller travailler, mais aussi s'occuper des enfants. Pour Marie, qu'est-ce que c'est une femme? C'est d'abord une salariée qui a des enfants, ou c'est une mère de famille qui travaille aussi au dehors? Et puis, la fameuse répartition des tâches. L'homme et la femme sont égaux. Sont-ils égaux devant les tâches ménagères? Et s'ils sont égaux devant les tâches ménagères, comment va-t-on les répartir? En divisant tout par deux? Ça paraît bien difficile et bien problématique. Évolution aussi de notre rapport au temps. C'est une très bonne nouvelle. Réjouissons-nous. Nous vivons de plus en plus vieux et en bonne forme. Aujourd'hui, une petite fille hollandaise qui naît a une espérance de vie moyenne à la naissance de 80 ans. Alors, quand, dans une classe de 3e, je dis cela à des jeunes, à des adolescents, et que j'ajoute, vous vous rendez compte, que si vous vous mariez à 20 ans, c'est pour 60 ans, je vois dans leurs yeux apparaître une grande panique, et la question surgit, comment peut-on faire durer un couple pendant 60 ans? Eh bien, pour faire durer un couple pendant 60 ans, il faudrait un projet de couple qui dépasse de très loin la période pendant laquelle on fait des enfants et on les élève. Qu'allons-nous faire le jour où le dernier des enfants sera parti en fermant la porte ou en la claquant, ça dépend, selon son tempérament? Qu'allons-nous faire? Si c'est à ce moment-là que nous le demandons, quand nous avons encore devant nous 20 ans de vie bien importante à passer ensemble, il est douteux que nous trouvions une réponse. Ce sera plutôt la dépression. Voilà une série d'évolutions sociales, on pourrait en ajouter d'autres. On pourrait parler du nouveau système de valeurs, centré sur l'épanouissement de soi. Pierre et Marie vont-ils s'épanouir en parallèle ou sur des voies divergentes? On pourrait parler aussi de la revalorisation de la sexualité. 9 Français sur 10 estiment que leur bonheur dépend aussi de leur réussite sexuelle. Peut-on garantir la réussite sexuelle à 9 couples sur 10? Autant de questions qui restent ouvertes. Dans le cadre de ces évolutions, la famille a dû s'adapter. Et l'on voit apparaître, depuis une vingtaine d'années, un nouveau type de famille. Alors les sociologues qui classent tout, qui catégorisent tout, ont numéroté les types de couples et de familles. Alors, pour en venir à la famille actuelle, qui est la famille de type 4, je vous rappelle ce qui a précédé très rapidement. La famille de type 1, c'est le clan, tel qu'on le connaît encore maintenant en Afrique, tel qu'on l'a connu chez nous au Moyen-Âge. Il s'agit de se marier pour faire des enfants et augmenter la puissance du clan. Le couple ou la famille de type 2, c'est la famille du Code Napoléon. On se marie pour assurer la cohésion du patrimoine et pour définir quels sont les héritiers légitimes et ceux qui ne le sont pas. Plus proche de nous, et là je vais peut-être, en m'appuyant sur les sociologues, je vais peut-être briser quelques cœurs, plus proche de nous est la famille de type 3. Qu'est-ce que c'est que la famille de type 3? Tous ceux qui se sont mariés, parmi nous, il y a une vingtaine d'années, étaient des familles de type 3, c'est-à-dire la famille fondée sur l'amour. Alors rappelez-vous le discours, on se marie parce qu'on s'aime, on se marie pour s'aimer davantage encore. Les enfants sont un surcroît d'amour, la personnification de l'amour de l'homme et de la femme. Quant à l'échec, on n'y pense pas, amour rime avec toujours. Eh bien, ce type de famille, nous disent les sociologues, est en train de faire place à un nouveau type, le type 4.
Alors, quelle est la base de cette famille de type 4? C'est le grand principe de l'épanouissement de soi. Là, nous cadrons parfaitement avec le système de valeurs actuellement en place. Chacun est à la recherche de soi-même, chacun cherche à s'épanouir sur sa trajectoire individuelle et singulière. Ce qui est nouveau, vraiment nouveau, c'est la forme de ce couple de type 4. Et cette forme, c'est l'association. Alors je vais vous paraître ici bien calculateur et économiste. Qu'est-ce que c'est qu'une association? Eh bien, une association, c'est la réunion de deux personnes en vue de leur plus grand profit. Autrement dit, Pierre et Marie se marient parce qu'ils pensent qu'ensemble, ils ont plus de chances de s'épanouir que isolément. Mais il y a dans l'association une série de principes que l'on peut laisser de côté. Et par exemple, quand on s'associe, c'est pour que les contributions que l'on verse à l'association, contribution, quel mot poétique, n'est-ce pas? Que les contributions que l'on verse à l'association soient moins importantes que les rétributions qu'on en reçoit. Autrement dit, dans mon couple, j'investis, certes, mais j'investis moins que je n'en reçois. Tel est le principe de l'association. Vous imaginez évidemment ce qui en est le corollaire obligé. Si jamais les contributions deviennent supérieures aux rétributions, à ce moment-là, l'association n'a plus de raison d'être. L'enfant, dans la famille de type 4, est volontiers considéré comme un partenaire. Vous savez que l'on demande désormais, dans les cas de divorce, l'avis des enfants, dans certaines circonstances. Il y a même des pays où l'on demande aux enfants de choisir le parent avec lequel ils veulent vivre. Cela témoigne de cette tendance à traiter de plus en plus l'enfant, non pas comme celui qu'on élève ou celui qu'on éduque, mais comme une espèce de partenaire sur le chemin de la vie, comme quelqu'un dont l'épanouissement prend place dans le cadre, dans le contexte de l'épanouissement du père et de la mère. Quant à l'échec, je l'ai déjà dit, c'est la simple dissolution de l'association, puisque désormais nous ne profitons plus vraiment du fait d'être ensemble, eh bien nous nous séparons. On est loin de la séparation dans la famille de type 3, cette séparation qui était un déchirement, qui était une véritable atteinte à la personne de chacun, qui représentait un échec personnel, une blessure narcissique. Tel est le type de famille qui se répand dans notre société et qui est déjà bien implanté dans des sociétés plus avancées, entre guillemets, que les nôtres, comme par exemple en Californie, en Israël ou en Suède. Cette famille de type 4 n'est pas sans ambiguïté. Elle représente un modèle dans lequel les éléments positifs et les éléments négatifs coexistent. Je crois qu'il est important d'essayer de les localiser, d'essayer de les cerner. Il est évident que dans la famille de type association, c'est la liberté qui représente la valeur première. La liberté, chacun se trouve dans cette famille parce qu'il a choisi d'y être, chacun s'y trouve et y reste parce qu'il le veut, et chacun est libre de se développer, chacun est libre de tracer sa trajectoire personnelle. L'épanouissement personnel est vraiment possible dans un tel contexte. Il n'est pas nécessaire, comme dans la famille de type fusionnel, le type 3, n'est-ce pas nécessaire de partager les mêmes goûts, d'aimer les mêmes couleurs, et il n'est pas nécessaire que madame aille au football avec monsieur, ou que monsieur aille dans les soldes avec madame, pour éviter tout ce qui serait infidélité ou trahison. Non, chacun peut tracer sa route. Cette famille de type 4 a aussi pour elle la souplesse. La souplesse, car elle résulte d'une négociation, on a décidé sur quelle base on s'associait, et par conséquent, il est toujours possible de renégocier l'association.
C'est peut-être important de le constater au moment où tant de familles sont reconstituées et où, précisément, la reconstitution est facilitée s'il y a, au départ, cette souplesse et cet esprit de négociation. Enfin, et ça me paraît très important, dans la famille de type 4, il y a la conscience permanente du choix qui est nécessaire tous les jours pour rester avec l'autre. Que de drames ne sont pas venus de cette idée que parce qu'on avait dit un jour « je t'aime », on allait toujours aimer l'autre. Nous le savons bien, c'est tous les matins qu'on rechoisit d'aimer l'autre. Et bien dans la famille de type 4, c'est une évidence, puisqu'il suffit de prendre son manteau au porte-manteau et de passer la porte pour que l'association soit dissoute. Mais à côté de ces éléments que certains pourraient dire positifs, ou en tout cas prometteurs, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et par exemple, ce problème-ci, que je vais vous représenter par un geste, si l'épanouissement de Pierre, c'est ça, si l'épanouissement de Marie, c'est cela, jusqu'à quel moment Pierre et Marie vont-ils pouvoir rester ensemble? On dira, mais ils s'aiment. Oui, on s'aime tout de même dans la famille de type 4. Oui, mais vous savez, l'amour, dans ce cas-là, c'est comme un élastique. Si ça tire trop fort, il va finir par claquer. Et si vous ajoutez une petite Fabienne, alors la petite Fabienne, son épanouissement à elle, qu'est-ce que ce sera? Ce sera pour l'épanouissement de Pierre, pour celui de Marie, pour celui de Fabienne, pour celui des parents de Fabienne? Difficile. Autre difficulté, l'échec programmé. On s'associe tant qu'on y trouve du profit. Par conséquent, on s'associe jusqu'au jour où on n'aura plus de profit, ce qui est pensable, ce qui est même probable. Vous savez que quand on prédit un échec, on multiplie par 150% le nombre de chances qu'il arrive. Alors si dès le départ, au lieu de faire rimer amour avec toujours, on dit que l'association durera ce que dure le profit, il y a beaucoup de chances qu'on se retrouve un jour avec un profit négatif. Et puis, certains diront que tout cela est bien calculé, que tout cela est bien raisonné, froidement pragmatique. Ça peut être vrai. Et puis, cette famille souple, qu'est la famille de type 4, c'est une famille où il faut négocier. Je dirais même c'est une famille où il faut négocier tout le temps pour que quand Pierre s'épanouit sur sa trajectoire et Marie sur la sienne, pour qu'ils restent informés l'un et l'autre, l'un de l'autre, il faut bien qu'ils négocient, il faut qu'ils dialoguent. Or, en notre siècle de la communication, je crains fort que le dialogue ne soit un parent pauvre. Je dirais qu'on n'a peut-être jamais autant communiqué et jamais aussi peu dialogué. Si vous en voulez une preuve, tâchez de trouver dans la société, que ce soit dans la famille, dans le système d'éducation ou ailleurs, un endroit où on apprend à dialoguer. Alors vous me direz qu'on n'apprend pas à dialoguer, nous reviendrons sur ce sujet-là. Moi je vous réponds que le dialogue n'est pas une capacité innée et que dialoguer, ça s'apprend parce que c'est une démarche volontaire. Donc ambiguïté de la famille de type 4, elle peut générer, elle peut engendrer le meilleur comme le pire, elle peut revitaliser la vie de la famille, elle peut aussi aboutir, d'une certaine manière, à sa dévitalisation, à sa déstructuration. Alors, que faire? Eh bien, je vous ferai une suggestion. Pourquoi n'inventerions-nous pas une famille de type 5? Qu'est-ce que ce serait? Eh bien, une famille de type 5, nous garderions pour principe, pour point de départ, l'épanouissement de soi. L'épanouissement de soi qui est si précieux, l'épanouissement de soi qui est tellement garant de notre humanisation profonde et qui cadre, je l'ai dit, parfaitement avec le système de valeurs dans lequel nous nous trouvons. Oui, il faut que dans la famille, on puisse continuer à tracer son chemin à soi, sans être obligé d'adopter le chemin de l'autre ou de négocier des consensus à la belge pour que les deux chemins, les deux cheminements se rencontrent de temps en temps. Mais, au lieu du principe strict, sec, calculateur
de l'association, je vous proposerai de reprendre l'amour comme ciment du couple. Mais un amour non pas fusionnel, non pas un amour romantique, rose et chewing-gum, n'est-ce pas, qui nous fait coller l'un à l'autre. Non, un amour décidé, un amour qui est un choix, un amour qui porte sur l'autre parce qu'il est lui ou parce qu'elle est elle, et pour aucune autre raison. Et par conséquent, un amour qui tolère parfaitement que l'autre soit autre. Et si, au fil de son évolution, l'autre devient encore plus autre, pourquoi pas? Tant que Marie sera Marie et toujours davantage Marie, Pierre pourra aimer Marie, et inversement. Cette famille de type 5, je la verrai aussi comme un système de relations de chacun à chacun. Je pense qu'une des difficultés de la famille classique, ce sont les rôles, les types, les blocs, les groupes. Je crois qu'une des difficultés de cette famille, c'est de considérer les enfants comme un groupe par rapport aux parents comme un groupe, pris en bloc. Si bien que lorsqu'il y a une difficulté entre les parents, cette difficulté retentit forcément sur la relation qu'ils ont avec les enfants. Je crois qu'il serait beaucoup plus sain et simple de voir la famille comme ce nœud de relation, comme a dit le poète, ce nœud de relation dans lequel chacun noue avec tous les autres des relations individuelles, des relations personnelles. Pierre n'est pas seulement le fils de Jean, Pierre est aussi dans une relation de personne à personne, une relation choisie avec celui, ce Jean, qui est son père. Il a à la fois une relation de fils et une relation de personne à personne. J'insiste sur cet aspect parce qu'encore une fois, dans le contexte de ces familles très évolutives que nous connaissons aujourd'hui, il est important de se fonder sur des relations de personne à personne plutôt que sur des relations définies par des rôles. Moi, je suis le fils, toi, tu es le père. Enfin, je pense que dans cette famille de type 5, il conviendrait de réintroduire deux idées. Aujourd'hui, en voie de disparition, comme certaines espèces, de les réintroduire parce qu'elles sont absolument essentielles à la vie de la famille. La première de ces idées, de ces réalités, c'est la patience. Nous voudrions aujourd'hui faire pousser les roses en tirant sur les pétales. Nous voudrions que dans les relations humaines, tout arrive tout de suite et que ce soit parfait. Nous semblons avoir oublié, désappris complètement, que le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui et qu'une relation durable est une relation qui s'est construite dans la patience. Et puis il y a aussi le pardon. Ce terme n'est pas à la mode. Et pourtant, quelle relation humaine aussi étroite que celle du couple ou de la famille, est possible sans pardon? Oh, bien sûr, pas le grand pardon tragique, portant sur des infidélités extrêmes ou sur des crimes que l'on a à faire oublier, mais simplement ce pardon au quotidien qui dit, malgré cette difficulté, nous continuons, à travers cette difficulté, notre relation demeure. Merci.